Connaissance, recherche, science, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bien, bonjour à tous et merci d'être encore si nombreux pour assister donc à ce cours qui va traiter de l'utilisation, comme vous le voyez, des nanotechnologies pour l'adressage de médicaments au niveau cérébral. Alors, vous savez que l'adressage de médicaments au niveau cérébral est un problème tout à fait majeur, tout simplement parce que entre le sang d'une part et le tissu cérébral d'autre part, il y a une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique et qui finalement, d'une certaine manière, sur le plan de la physiologie, va protéger le cerveau de toute une série d'agressions chimiques extérieures. Et il est clair que cette barrière, c'est aussi une barrière qui va s'opposer à la diffusion, au passage d'un certain nombre de molécules médicamenteuses. Et voilà pourquoi il est si difficile finalement d'administrer des médicaments sélectivement au niveau du cerveau. Alors tout d'abord, d'un point de vue histologique, de quoi est faite la barrière hémato-encéphalique? Alors vous avez ici le compartiment sanguin. Vous voyez ici une première couche de cellules, ce sont les cellules endothéliales cérébrales. Ce sont ces cellules qui vont former finalement la paroi des capillaires sanguins au niveau du cerveau. Et ces cellules, vous le voyez, vont être en connexion directe avec d'autres cellules cérébrales qu'on appelle les astrocytes. Et il y a, je dirais, un dialogue moléculaire entre, vous allez le voir, entre d'une part les astrocytes et d'autre part cette barrière impénétrable qui est formée par les cellules endothéliales. Alors, vous voyez qu'entre les cellules endothéliales cérébrales, il y a ce que l'on appelle des jonctions serrées. Et c'est ça qui fait que la barrière hémato-encéphalique est finalement relativement imperméable, vous allez le voir, à beaucoup de molécules. Alors, vous voyez ici représenté d'une autre manière, cette barrière hémato-encéphalique formée essentiellement de cellules endothéliales, du côté cérébral, les astrocytes et la microglie, et ici, on est évidemment du côté sanguin avec les lymphocytes, les neutrophiles et les monocytes. Alors, ceci dit, il est évident que le cerveau, il doit malgré tout se nourrir, donc il y a quand même un certain nombre de molécules, principalement endogènes, qui vont être capables effectivement de passer cette barrière endothéliale, cette barrière hémato-encéphalique. Et ces cellules, eh bien, vous le voyez, ce sont tout d'abord des toutes petites molécules qui sont essentiellement solubles dans l'eau, qui sont hydrosolubles. Ce sont par exemple certains ions. Et ces ions peuvent passer, vous le voyez, par un parcours qu'on peut qualifier de paracellulaire, c'est-à-dire par des canaux aqueux qui sont entre les cellules endothéliales. C'est toutefois un passage qui est relativement rare parce que vous avez ces fameuses jonctions serrées qui vont finalement rendre imperméables les jonctions intercellulaires. Alors, vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de molécules médicamenteuses qui vont passer relativement facilement au niveau du cerveau. Ce sont les médicaments lipidiques qui vont tout simplement passer du torrent circulatoire vers le parenchyme cérébral par ce que l'on appelle un mécanisme de diffusion passive. Alors, vous avez des petites protéines, comme par exemple le glucose, les acides aminés, les nucléosides, qui vont en réalité pouvoir passer via ce que l'on appelle un transport actif, donc du côté apical vers le côté distal de la barrière. Il y a alors évidemment des plus grosses molécules qui sont soit des peptides, soit des protéines. Je prendrai l'exemple en particulier de l'insuline et de la transférine qui vont faire de la transcytose dite médiée par récepteur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire, vous le voyez, qu'à la surface des cellules endothéliales, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de récepteurs qui vont reconnaître, par exemple, on va largement en parler, qui vont reconnaître des macromolécules comme la transférine.
lorsque la transférine, lorsque le ligand va se lier à son récepteur, eh bien, vous voyez que la transcytose va pouvoir se faire et on dira que c'est une transcytose qui est médiée par l'intermédiaire de récepteurs. Et puis alors, vous le voyez, il y a des grosses molécules, comme par exemple l'albumine, des molécules qui peuvent être chargées, en particulier des protéines qui peuvent être chargées positivement, qui vont interagir avec la barrière hémato-encéphalique, avec cette couche de cellules endothéliales qui ont une très forte charge négative. Et donc, vous voyez que cette interaction ionique va permettre d'induire un phénomène de transcytose adsorptive. Et donc, la macromolécule chargée positivement va pouvoir transloquer, encore une fois, du côté sanguin vers le côté du parenchyme cérébral. Et donc, vous voyez que quand on connaît un peu la physiologie des récepteurs de cette barrière hémato-encéphalique, vous voyez qu'on peut tout de suite penser à un certain nombre de voies d'entrée via le récepteur de la transférine ou, comme on le verra, via d'autres récepteurs pour transloquer, pour faire passer des systèmes nanoparticulaires. Parce que la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que des nanoparticules, des liposomes, des nanovecteurs peuvent servir de cargo pour l'adressage finalement de médicaments au niveau cérébral. Et je voudrais tout d'abord vous montrer deux exemples avec des nanoparticules recouvertes de polysorbates ou recouvertes de polyéthylène glycol, sachant que des nanoparticules qui ne sont pas, ou des liposomes qui ne sont pas usinés en surface, c'est-à-dire qui n'ont pas été chimiquement transformés en surface, naturellement ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Le premier, il faut bien le reconnaître, qui a eu l'idée d'utiliser des nanotechnologies et qui a montré que c'était faisable d'utiliser des nanotechnologies pour passer la barrière hémato-encéphalique, c'est Jörg Kreuter, qui est donc un chercheur de l'université de Francfort et qui a eu l'idée, vous le voyez, d'utiliser en fait des nanoparticules biodégradables de polyalkylcyanoacrylate. On en a déjà largement parlé à différentes occasions, mais vous le voyez, il a adsorbé à la surface de ces nanoparticules un agent tensioactif représenté ici en rouge, qui est le polysorbate. Et comme je vous le disais, il a montré pour la première fois qu'en effet, eh bien, si on encapsulait dans ces nanoparticules décorées par du polysorbate, si on encapsulait un peptide ayant une activité analgésique, qui est, vous le voyez ici, la dalargine, eh bien, il a montré qu'il était possible de provoquer la diffusion au niveau cérébral de la dalargine et d'avoir un effet antidouleur. Alors, comment est-ce qu'il a démontré cela? Eh bien, par un test assez simple qui est appelé le test de la queue de la souris. Alors, comment est-ce qu'on fait pratiquement? On va tout simplement mettre, vous le voyez, positionner la queue de la souris tout près d'une source lumineuse qui va chauffer. Et évidemment, à partir du moment où ça devient trop chaud, la souris, vous le voyez, va retirer sa queue et on va mesurer le temps que la souris va mettre pour retirer sa queue sous l'influence donc de cette irradiation lumineuse, de cette source de chaleur. Et on va pouvoir en tirer, vous le voyez ici, ce qu'on appelle le pourcentage MPE, qui est une valeur en pourcent, et qui vous donne finalement le temps de latence que la souris va mettre pour retirer sa queue après le traitement à la dalargine ou avec les nanoparticules de dalargine, moins le temps de latence lorsque la souris n'est pas traitée par ce même antidouleur, divisé par le temps nécessaire pour voir apparaître les premiers dommages histologiques, moins le temps de latence avant traitement. Alors, pour faire simple, le pourcentage de MPE, plus il est élevé, plus l'effet nociceptif, plus l'effet antidouleur est important. Alors, vous voyez dans la partie gauche de la diapositive ce que donne cette expérience. Vous voyez que si vous injectez la dalargine, qui est un peptide sous forme libre, eh bien, il n'y a aucun effet antidouleur, tout simplement parce que ce peptide ne passe pas, en effet, la barrière hémato-encéphalique. Si vous injectez, par contre, la dalargine encapsulée dans ces nanoparticules recouvertes de polysorbate, eh bien, vous voyez que vous avez un effet antidouleur qui est tout à fait remarquable et tout à fait significatif, qui est important et qui dure à peu près 90 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un mélange physique de nanoparticules vides, de polysorbates solubilisés dans la phase aqueuse dans laquelle sont suspendues les nanoparticules et de dalargine non encapsulée,
eh bien, vous voyez que vous n'avez pas d'effet antidouleur. Alors, ceci, c'était vraiment la première expérience qui a montré qu'en effet, on pouvait utiliser des nanovecteurs pour passer la barrière hémato-encéphalique et pour délivrer un médicament antidouleur au-delà de cette barrière. Alors, vous savez que le polysorbate est un agent tensioactif qui se caractérise par la présence d'un certain nombre de chaînes de polyéthylène-glycol. Alors, vous le voyez, ces polyéthylène-glycols peuvent avoir des poids moléculaires extrêmement variables que l'on identifie en fait par W, X et Y. Vous voyez ici les différentes chaînes, donc on peut les faire plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Et suivant le cas, eh bien, on peut faire des polysorbates qu'on va appeler le polysorbate 20, 40, 60 ou 80. Et donc Kreuter a eu l'idée d'encapsuler la dalargine dans des nanoparticules recouvertes par ces différents polysorbates et de voir en effet quel était le polysorbate qui, de la manière la plus efficace, allait favoriser le passage de la barrière hémato-encéphalique. Alors encore une fois, vous voyez que la dalargine injectée sous forme libre n'a absolument aucun effet antidouleur. Vous voyez que, grosso modo, tous les polysorbates, lorsqu'ils décorent, lorsqu'ils s'adsorbent à la surface de ces nanoparticules, vont induire effectivement un effet analgésique tout à fait significatif, mais vous voyez que c'est en effet le polysorbate 80 qui est le plus efficace, et vous le voyez ici, c'est le polysorbate 60 qui est le moins efficace. Mais en gros, vous voyez que tous ces polysorbates ont une certaine efficacité en termes de délivrance de ce peptide au niveau du cerveau. Alors ensuite, il y a une expérience tout à fait astucieuse qui a été faite avec des souris qui sont knock-out en protéines ApoE. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout simplement utiliser des souris qui sont déficientes en ApoE, qui est une protéine, une lipoprotéine sanguine, et on a refait la même expérience. Et vous voyez qu'on a ici l'effet antidouleur que l'on obtient lorsqu'on administre les nanoparticules chargées en dalargine et recouvertes par le polysorbate 80. Alors, vous voyez qu'encore une fois, on a un effet antidouleur, un effet analgésique qui est extrêmement important chez la souris sauvage, mais vous voyez que lorsqu'on a une souche de souris qui est déficiente en ApoE, eh bien, très curieusement, on a un effet analgésique qui est beaucoup moins important. Et donc, la conclusion de cette publication, sans avoir démontré clairement quel était le mécanisme, la conclusion de cette publication était de dire qu'il y a quelque chose avec les apolipoprotéines qui fait qu'on va favoriser le passage de la barrière hémato-encéphalique de ces fameuses nanoparticules de polyalkylcyanoacrylate recouvertes de polysorbate 80. Alors nous, de notre côté, au laboratoire, on s'est intéressé à un autre vecteur qui est aussi un polyalkylcyanoacrylate, mais on a en réalité développé un polymère amphiphylle où, vous le voyez, on a une partie hydrophobe qui est un polyhexadécylcyanoacrylate copolyéthylène glycol. Donc c'est un polymère amphiphylle. Quand vous mettez ce polymère dans de l'eau, j'en ai parlé à l'occasion de la leçon inaugurale, eh bien, vous voyez, on obtient des nanoparticules et vous voyez que les chaînes de polyéthylène glycol en rouge vont être localisées exclusivement à la surface du nanovecteur. Alors, la différence par rapport à la technologie de l'équipe de Kreuter, c'est tout simplement qu'ici, vous le voyez, on a une liaison covalente et on n'a pas simplement de l'adsorption en surface des nanoparticules. Alors, ce vecteur-là, on l'a injecté par voie intraveineuse à des souris et à des rats, et on a constaté, vous le voyez, eh bien, que ce nanovecteur, c'est ce que vous voyez au niveau des histogrammes noirs, induisait une pénétration cérébrale relativement importante, et aussi bien au niveau de l'hémisphère droit que de l'hémisphère gauche que du cervelet. Et vous voyez très très bien que par rapport aux nanoparticules de Kreuter recouvertes de polysorbate 80, on a des pénétrations intracérébrales qui étaient encore plus importantes. Alors, on s'est intéressé aux opsonines et aux protéines qui vont s'adsorber sur ces particules quand on les administre par voie intraveineuse. Et comme l'équipe de Kreuter avait fait cette expérience sur des souris knock-out en ApoE, eh bien, on a regardé en particulier l'adsorption des apolipoprotéines à la surface de ces vecteurs décorés en polyéthylène glycol. Alors, vous voyez, dans la partie inférieure gauche de la diapositive, on a incubé des nanoparticules
non recouvertes de polyéthylène glycol, vous voyez ici les PHDCA, on les a incubées avec du sérum de rat. Et vous voyez qu'on voit des quantités importantes d'immunoglobulines à chaîne lourde, à chaîne légère et d'albumine à la surface de ces particules. Si maintenant on recouvre ces particules de polyéthylène glycol, comme vous le voyez ici, eh bien vous voyez qu'on va complètement changer le rapport, les concentrations en protéines et la nature des protéines qu'on va retrouver en surface de ces particules. Vous voyez par rapport aux nanoparticules non décorées en polyéthylène glycol qu'on va diminuer les concentrations en immunoglobulines à chaîne lourde et à chaîne légère, on va diminuer, vous le voyez, les concentrations en albumine, et vous voyez que très curieusement, parallèlement, on va augmenter les concentrations en apolipoprotéines, aussi bien d'ailleurs en ApoE qu'en ApoJ, et vous le voyez ici, par comparaison qu'en ApoC. Et donc, ceci confirmait qu'effectivement, le fait de recouvrir des nanoparticules avec du polyéthylène glycol, eh bien, par hasard, après administration intraveineuse, entraînait un enrichissement de la surface de ces nanoparticules par des apolipoprotéines sanguines. Alors, c'est une affaire d'opsonine, c'est une affaire de protéines plasmatiques. Vous savez que les protéines plasmatiques sont variables d'une espèce à l'autre. Et comme cette expérience avait été faite, bien entendu, chez la souris, sur une espèce murine, il était évidemment nécessaire, pour comprendre le mécanisme de passage à travers la barrière hémato-encéphalique, de développer un modèle artificiel de barrière hémato-encéphalique murin ou chez le rat, et non pas un modèle de barrière hémato-encéphalique chez le bovin qui existait, puisque les opsonines sont évidemment différentes, et encore une fois que l'expérience ici avait été faite sur une souche murine. Alors pour cela, on a donc dû développer une barrière hémato-encéphalique. Alors on l'a fait chez le rat, on a pris tout simplement des capillaires cérébraux chez le rat, où vous avez encore, je dirais, tous les facteurs de croissance, et on a isolé, vous le voyez, les cellules endothéliales qu'on a cultivées sur un système, vous le voyez, de Transwell, c'est-à-dire qu'on va cultiver les cellules endothéliales sur une membrane de polycarbonate, et dans la partie inférieure du système Transwell, on va cultiver les astrocytes, puisque, je vous l'ai dit, il y a des communications intercellulaires, un dialogue intercellulaire entre les cellules endothéliales et les cellules astrocytaires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour voir si cette barrière hémato-encéphalique artificielle est une véritable barrière, eh bien, on va mesurer ce que l'on appelle la résistance électrique de la barrière. Alors, vous voyez que si on cultive seulement les cellules endothéliales, vous voyez qu'après environ 14 jours, on va avoir une résistance électrique d'à peu près 200 à 300 ohms par centimètre carré, ce qui est une bonne résistance électrique pour une barrière hémato-encéphalique artificielle, mais vous voyez que très vite, on va perdre de la résistance électrique, donc probablement qu'on va perdre certaines choses au niveau des jonctions serrées. En revanche, si vous co-cultivez les cellules endothéliales et les cellules astrocytaires, eh bien, vous voyez que la résistance électrique elle est maintenue un peu plus longtemps, même beaucoup plus longtemps, vous le voyez, du jour J14 jusqu'au jour J26, et ça vous permet donc d'avoir un peu plus qu'une dizaine de jours pour faire vos expériences de translocation avec ou sans nanoparticules. Alors, on a également étudié, bien entendu, la fonctionnalité de cette barrière hémato-encéphalique en regardant en particulier, vous le voyez par Western blot, l'expression des protéines de jonction. Ce sont ces fameuses protéines qui forment les jonctions serrées de la barrière hémato-encéphalique, à savoir essentiellement l'occludine et la protéine ZO1. Et vous voyez qu'en effet, cette barrière artificielle hyperexprime les protéines de jonction. Alors, vous avez des protéines de jonction qui rendent la barrière imperméable, mais vous avez aussi au niveau de la barrière hémato-encéphalique ce que l'on appelle des protéines d'efflux, dont on a déjà parlé dans le cours sur le cancer notamment la PGP. Vous savez, ce sont des protéines de membrane qui vont effluer les molécules de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Eh bien, vous voyez que cette barrière hémato-encéphalique hyperexprime aussi la P-glycoprotéine. Alors, vous voyez qu'on
tout simplement, si on fait de l'immunohistochimie, on voit très bien l'expression par un marquage fluorescent de l'occludine et de ZO1, donc les protéines de jonction serrée entre les cellules endothéliales. Alors, quand on a ce modèle, eh bien, on peut étudier, bien entendu, la translocation des nanoparticules. Et donc, simplement, je vais revenir sur le modèle de Transwell. On va positionner les nanoparticules dans la partie supérieure du puits, et puis on va voir ce qui passe à travers les cellules endothéliales. Alors, vous voyez que les nanoparticules dites de première génération, qui ne sont pas décorées de polyéthylène glycol, eh bien, vous voyez très bien qu'elles ne vont pratiquement pas passer à travers cette barrière hémato-encéphalique artificielle. Et vous voyez qu'au contraire, ce sont les triangles. Lorsque ces nanoparticules sont pégylées, eh bien, vous voyez qu'elles vont passer, ça a été fait en marquant ces particules par de la radioactivité, eh bien, elles vont transloquer, elles vont passer à travers la barrière hémato-encéphalique. Par quel mécanisme, on ne sait pas, mais dans tous les cas, il y a un passage. Alors, on ne regarde pas seulement de la radioactivité, parce que vous savez, de la radioactivité, les molécules, les polymères qui forment les nanoparticules peuvent se dégrader, puisque c'est un polymère biodégradable. Et donc, on a même dégradé les nanoparticules et on a regardé le passage, vous le voyez, des molécules marquées, dégradées à travers la barrière hémato-encéphalique, et elles ne passent pas. Donc, vous voyez, ceci vous montre bien que ce sont les particules intactes, les particules entières, pégylées, qui effectivement sont capables de diffuser, de passer à travers la barrière hémato-encéphalique. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est de la microscopie confocale, c'est-à-dire qu'on va marquer ces nanoparticules de cyanoacrylate pégylé avec un colorant fluorescent. En l'occurrence, ici, on a utilisé le rouge Nil. On va marquer le noyau des cellules endothéliales, vous le voyez en bleu. Vous voyez ici 2 cellules endothéliales avec les jonctions entre ces cellules. Et vous voyez qu'il y a des quantités considérables de nanoparticules qui vont venir marquer ces cellules de manière fluorescente parce qu'elles sont captées par les cellules. Et on voit très bien qu'on a un certain nombre d'expressions punctiformes de cette fluorescence qui correspond donc classiquement à des endosomes ou à des lysosomes, ce qui suggère bien entendu un mécanisme de pénétration par la voie de l'endocytose. Alors maintenant, comment se fait cette pénétration et surtout par quelle porte d'entrée? Alors pour faire cela, on a fait l'expérience suivante. Encore une fois, les travaux de l'équipe de Kreuter nous ont mis sur la piste du récepteur de l'ApoE, du récepteur des apolipoprotéines E. Et donc, ce que l'on a fait, c'est une expérience où on a repris cette fameuse barrière hémato-encéphalique, ces nanoparticules marquées au rouge Nil, on a incubé les nanoparticules en l'absence et en présence d'un anticorps monoclonal antirécepteur d'LDL. En d'autres termes, en présence de l'anticorps monoclonal antirécepteur de LDL, on bloque la voie d'entrée d'LDL. Et vous voyez que le résultat est tout à fait significatif. Encore une fois, en l'absence de l'anticorps monoclonal anti-récepteur des apolipoprotéines E, vous voyez qu'on a un marquage fluorescent des cellules qui est extrêmement important, donc on a effectivement une pénétration des particules dans ces cellules endothéliales, et vous voyez qu'au contraire, si on co-incube avec l'anticorps monoclonal anti-récepteur des ApoE, eh bien vous voyez qu'on a une diminution tout à fait considérable et significative de la fluorescence intracellulaire, c'est-à-dire qu'on a bloqué la porte d'entrée. Et ceci, évidemment, suggère très fortement qu'en effet, ce sont les récepteurs des ApoE au niveau de ces cellules endothéliales cérébrales qui constituent probablement la porte d'entrée de ces nanoparticules recouvertes de polyéthylène glycol. Alors, on a fait une autre expérience, je dirais plus physico-chimique, pour confirmer cela. On a pris tout simplement, vous le voyez, du sérum de rat, et on a tout simplement, par Western blot, on a regardé au niveau de ce sérum de rat l'expression de l'ApoE. Alors vous voyez que dans ce sérum de rat, il y a de l'ApoE. Vous avez ici l'ApoE témoin. Si vous prenez des nanoparticules non pégylées ou pégylées que vous incubez simplement avec un tampon phosphate, évidemment, vous ne retrouvez pas d'apolipoprotéine E. Par contre, vous voyez que si vous incubez les nanoparticules recouvertes de polyéthylène glycol avec du sérum de rat,
et qu'ensuite vous les lavez et que vous récupérez les protéines adsorbées, eh bien vous voyez qu'il y a des quantités considérables d'ApoE qui sont adsorbées à la surface de ces nanoparticules. Et vous voyez que si vous prenez des nanoparticules qui n'ont pas de polyéthylène glycol en surface, eh bien vous voyez que vous avez pratiquement absence d'absorption des ApoE. Et donc finalement, je dirais qu'aussi bien Kreuter que nous, on a finalement eu un petit coup de chance, à savoir que quand on injecte ces nanoparticules recouvertes de polysorbate ou recouvertes de polyéthylène glycol, on enrichit ces nanoparticules en ApoE, et donc de cette manière-là, ces nanoparticules étant enrichies en ApoE, eh bien qu'est-ce qu'elles vont faire? L'ApoE, vous le voyez ici, est représentée en bleu au niveau de cette diapositive. Elle est adsorbée en surface des particules, elle va donc reconnaître les récepteurs LDL au niveau des cellules endothéliales cérébrales, et donc ça va permettre l'endocytose et la translocation, vous le voyez, par la voie de la reconnaissance du récepteur, comme je vous l'ai montré au début de ce cours. Et donc clairement, ce type de nanoparticules pégylées peut passer au niveau cérébral par endocytose via le récepteur des LDL. Alors évidemment, je vous ai dit, là, c'est un petit peu un coup de chance, c'est-à-dire vous avez des protéines sériques qui vont s'absorber un petit peu par hasard à la surface de ces nanoparticules, et quand on a de la chance, eh bien, il va y avoir évidemment des ApoE, mais c'est toujours mieux quand on fait de la chimie propre. Et donc l'idée, ça a été évidemment de décorer des nanoparticules d'apolipoprotéine E, mais de manière, cette fois-ci, non plus adsorptive, mais de manière chimique. Alors, c'est ce qui a été fait par l'équipe de Kreuter, qui a utilisé, vous le voyez ici, des nanoparticules d'albumine et qui a couplé l'ApoE à ces molécules d'albumine de deux manières différentes. Alors, d'une part, vous le voyez, il a utilisé un polyéthylène glycol qu'il a couplé au niveau des groupements aminés de l'albumine, et avec un réactif hétérobifonctionnel, vous le voyez, on peut coupler ensuite l'ApoE à la surface en bout de chaîne des chaînes de polyéthylène glycol. Dans la partie supérieure de la diapositive, la construction qui a été faite, il y a une autre construction qui a été faite qui est un petit peu différente, qui est un petit peu plus complexe. Donc on a à nouveau un polyéthylène glycol, un réactif hétérobifonctionnel, mais qui est cette fois-ci couplé à de l'avidine. Alors vous savez que l'avidine a une très forte affinité pour la biotine, et donc l'idée c'est qu'ensuite on va biotinyler l'ApoE, et en mélangeant tout simplement les nanoparticules qui ont de l'avidine en bout de chaîne avec de l'ApoE qui est biotinylée, eh bien vous pourrez coupler l'ApoE à la surface de ces nanoparticules. Donc vous le voyez sur le plan chimique, il y a deux voies de préparation de ces nanovecteurs. Et en fait, là, le médicament qui a été encapsulé dans ces nanoparticules, ce n'est plus la dalargine, ce n'est plus un peptide analgésique, mais c'est la lopéramide, qui est en fait une molécule qui va interférer avec le système de l'acétylcholine et qui en réalité peut avoir aussi une activité analgésique. Alors, l'expérience qui a été faite ici, c'est de nouveau l'expérience qui a été faite avec le test de la queue de la souris. Donc, plus on a une valeur de MPE élevée, plus on a une activité analgésique. Alors, première chose, ce sont les triangles. Si vous injectez l'allopéramide sous forme libre, sous forme d'une simple solution, sous forme galénique, je dirais traditionnelle, vous voyez que vous n'avez absolument aucune activité antidouleur. Vous voyez qu'en revanche, si vous injectez ces nanoparticules chargées en lopéramide et décorées par la polypoprotéine E, à la dose de 7 mg par kilo, eh bien, vous voyez que vous avez une activité analgésique extrêmement importante pendant à peu près 1 heure, et ensuite vous avez une diminution de l'activité analgésique. Et il y a un effet dose, parce que vous le voyez, si vous prenez les mêmes nanoparticules, mais à la dose de 4 mg par kilo de lopéramide, ce sont les ronds noirs, eh bien, vous voyez que vous allez avoir une activité analgésique qui est un peu plus faible, mais néanmoins qui est significative. Alors, par rapport au polysorbate 80, ces nanoparticules recouvertes de polysorbate 80, donc là, on n'a pas fait de la chimie, mais on a tout simplement adsorbé le polysorbate 80 à la surface de ces nanoparticules d'albumine. À la dose de 7 mg par kilo, eh bien, ce sont les ronds blancs.
Donc vous voyez, par comparaison à la liaison chimique, on a quand même pendant à peu près, je dirais, 60 minutes la même activité nociceptive. Ensuite, on diminue plus rapidement lorsque l'on adsorbe l'ApoE que lorsqu'on la couple chimiquement. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous encapsulez l'allopéramide dans des nanoparticules d'albumine, mais qui ne sont pas décorées d'ApoE, eh bien, vous voyez que vous n'avez pratiquement pas d'activité antidouleur. Et donc, vous voyez que ceci vous montre bien, encore une fois, qu'une des voies d'entrée tout à fait intéressante pour administrer des médicaments au niveau cérébral à l'aide de nanovecteurs, c'est clairement la voie d'entrée du récepteur des apolipoprotéines. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment la voie d'entrée? Est-ce que ce n'est pas aussi un effet PGP? C'est-à-dire, n'y a-t-il pas aussi un effet de masquage de la molécule antidouleur vis-à-vis de la pompe des flux qu'est la PGP, la P-glycoprotéine, et que j'ai représentée ici en vert? Alors pour cela, on peut faire l'expérience suivante. On va prendre des cellules endothéliales et on va incuber, vous le voyez, ces cellules endothéliales avec un colorant fluorescent, que j'ai représenté ici en rouge, peu importe, un colorant fluorescent qui est un substrat de la P-glycoprotéine. Eh bien, quand vous regardez ces cellules endothéliales, elles ne sont absolument pas fluorescentes. Pourquoi? Parce que ce colorant fluorescent va être efflué de l'intérieur de la cellule endothéliale vers l'extérieur via la P-glycoprotéine. Donc, si vous mesurez l'intensité relative de fluorescence avec cette expérience contrôle, eh bien, vous n'avez pas de fluorescence intracellulaire à cause de l'activité de la P-glycoprotéine. On refait maintenant la même expérience avec le verapamil. Alors, le verapamil, c'est quoi? C'est une molécule qui, en réalité, va bloquer l'action de la P-glycoprotéine. En conséquence, le colorant fluorescent ne sera plus efflué à l'extérieur de la cellule et les cellules vont demeurer totalement fluorescentes. Vous le voyez ici, quand on incube avec le verapamil, la pompe des flux ne fonctionne plus et donc les cellules restent clairement fluorescentes. Maintenant, on refait la même expérience avec les nanoparticules recouvertes d'apolipoprotéines et qu'est-ce qu'on voit? Les cellules ne sont absolument pas fluorescentes. Ça veut dire évidemment que ces nanoparticules qui sont fonctionnalisées par la polypoprotéine E n'ont aucune activité sur la capacité des flux de la P-glycoprotéine. Et donc que ce n'est pas via une réduction de l'efflux par la P-glycoprotéine que l'on a effectivement fait rentrer ces nanoparticules dans la cellule, mais c'est bien via les récepteurs de l'ApoE. Alors ensuite, l'équipe de Kreuter a fait tout simplement de la microscopie électronique du tissu cérébral après administration de ces nanoparticules décorées par l'ApoE par voie intraveineuse. Alors, vous voyez très bien que c'est dans la partie supérieure de la diapositive, alors il faut avoir évidemment de bons yeux, mais vous pouvez me faire confiance. Vous voyez très bien l'espace vasculaire ici, avec deux globules rouges en noir. Vous voyez ici les cellules endothéliales qui forment bien la barrière hémato-encéphalique, et ici vous avez le parenchyme cérébral. Eh bien, vous voyez très bien qu'il y a une particule ici qu'on voit pratiquement adsorbée sur un globule rouge, et un certain nombre de nanoparticules qui se trouvent à l'intérieur des cellules endothéliales. Et puis on en retrouve un nombre tout à fait conséquent, vous le voyez ici, pratiquement, ici aussi, pratiquement partout dans le cerveau, et en particulier au niveau du cortex et au niveau de l'hippocampe. Donc vous voyez que ceci vous montre bien, ceci permet de visualiser qu'il y a bien eu passage de ces nanoparticules fonctionnalisées par l'ApoE au niveau du cerveau des animaux après administration intraveineuse, malgré la présence d'une barrière hémato-encéphalique intacte. Alors, on a parlé de la voie de l'ApoE, de la pénétration intracérébrale via le récepteur de l'ApoE. Est-ce qu'on peut maintenant développer des nanovecteurs qui vont être fonctionnalisés avec la possibilité d'entrer via une autre voie d'entrée qui est celui du récepteur de la transférine? Et on a donc utilisé ici des nanoparticules décorées par un anticorps monoclonal anti-récepteur de la transférine. Alors ça, c'est un travail relativement récent qu'on a fait avec une équipe turque, qui est l'équipe de Dalkara, qui est une équipe de nanosciences.
pas de nanosciences, pardon, de neurosciences de l'université HPT à Ankara. Et cette équipe, en fait, a découvert, a développé un peptide anticaspase, en particulier un peptide anticaspase 3. Vous savez que la voie de la caspase 3, c'est la voie de l'apoptose cellulaire, et que quand vous avez de l'ischémie cérébrale, vous avez évidemment des phénomènes apoptotiques, et il avait été montré in vitro, pas in vivo, qu'en effet, ce peptide anticaspase était capable, que ce peptide était capable de bloquer la voie, et en particulier la voie des caspases 3, et donc que ce peptide pouvait probablement avoir une activité sur l'ischémie cérébrale. Malheureusement, quand vous administrez ce peptide par voie intraveineuse, eh bien, ce peptide, en réalité, d'une part, il est dégradé, et d'autre part, vous voyez, c'est quand même une molécule relativement importante, il ne passe pas cette fameuse barrière hémato-encéphalique. Et donc, nous avons rencontré cette équipe, et on leur a dit, écoutez, nous, on va vous développer des nanovecteurs, des nanotechnologies fonctionnalisées, de manière à pouvoir délivrer ce peptide anti-ischémique au-delà de la barrière hémato-encéphalique, et on va voir si effectivement il peut avoir une activité in vivo. Alors, la technologie qu'on a développée, c'est la suivante. Vous voyez qu'on a tout d'abord utilisé, vous le voyez ici, un polysaccharide naturel. Alors, cette fois-ci, on n'a plus utilisé un polymère artificiel, mais on a utilisé un polymère naturel qui est du chitosan. Alors, le chitosan, vous le savez, c'est un polysaccharide qui est cationique, qu'on retrouve dans la carapace de pas mal de crustacés, qu'on va hydrolyser pour le rendre soluble, et puis chimiquement, on a couplé, vous le voyez, ce polysaccharide naturel, on l'a couplé en bleu avec un polyéthylène glycol, et au bout du polyéthylène glycol, on a mis une molécule en rouge de biotine. Si vous rajoutez ensuite un triphosphate ou un polyphosphate, eh bien, vous allez gélifier ce copolymère soluble de polyéthylène glycol et de polysaccharides, et vous allez former, vous le voyez, des nanoparticules qui sont en réalité pégylées, et au bout des chaînes de polyéthylène glycol, vous le voyez, vous avez les molécules de biotine. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui y ont assisté à la leçon inaugurale, mais je vais un petit peu développer ici ce concept. Alors, ça, c'est une approche qui est intéressante parce que vous pouvez faire du Lego. Puisque la biotine se lie à la vidine, eh bien, on peut utiliser, vous le voyez, un anticorps monoclonal que vous voyez ici, qui est l'anticorps OX26, et que l'on va coupler à de l'avidine. Alors, il suffit tout simplement de prendre les nanoparticules qui sont biotinylées, de rajouter l'anticorps monoclonal qui est avidinylé, eh bien, automatiquement, la liaison va se faire et on va finalement cliquer, vous le voyez, en surface de ces nanoparticules, l'anticorps monoclonal OX26. Et donc, on a des nanoparticules de troisième génération décorées par cet anticorps qui est capable de reconnaître, vous le voyez ici en rouge, le récepteur de la transférine, qui est un récepteur qui est équipé pour faire de la translocation cérébrale d'une macromolécule qu'est la transférine. Et donc, notre idée, c'est de dire on va remplacer la transférine tout simplement par une particule, cette fois-ci, avec, dans un premier temps, un colorant fluorescent. Alors, on va injecter ces nanoparticules décorées par l'anticorps monoclonal OX26 et chargées en colorant fluorescent. On va injecter ça par voie intraveineuse à des animaux de laboratoire, à des rats en l'occurrence, et ensuite, on va prélever des coupes du cerveau et on va regarder la fluorescence cérébrale. Et vous voyez très clairement qu'on voit des quantités considérables de fluorescence sous forme ponctiforme au niveau cérébral, ce qui vous montre bien qu'il y a eu de la translocation, qu'il y a eu passage de ce vecteur avec son contenu en fluorescence au niveau cérébral. Alors, est-ce que c'est par la voie de la transférine? Ça, c'est une question qui est ouverte. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est tout simplement des biopsies du cerveau et on a regardé en microscopie électronique. Vous voyez ici, encore une fois, vous avez l'habitude maintenant, l'espace vasculaire. Vous voyez ici les cellules endothéliales et vous devinez ici une jonction serrée. Et vous voyez que dans ces cellules endothéliales, eh bien, on distingue très clairement au moins 4 nanoparticules. Donc on voit bien que c'est un passage qui est transcellulaire et qui n'est pas paracellulaire. Et donc on peut penser, on peut suggérer, on peut émettre l'hypothèse que le passage s'est bien fait
par le récepteur de la transférine. Alors maintenant, d'un point de vue activité thérapeutique, est-ce que ça marche pour le traitement de l'ischémie cérébrale? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va induire cette fois-ci une ischémie cérébrale chez le rat, tout simplement en clampant soit la carotide droite, soit la carotide gauche, et on va induire donc un volume d'ischémie cérébrale qu'on peut parfaitement mesurer. Vous voyez que les animaux qui n'ont pas été traités vont développer un volume d'infarct qui est à peu près compris entre 40 et 50 mm3. Si vous traitez ces animaux, tout d'abord par le peptide anticaspase sous forme libre, eh bien, en réalité, vous n'avez aucune modification du volume de l'infarct. Si vous injectez maintenant des nanoparticules qui contiennent le peptide, mais qui sont simplement biotinylées, c'est-à-dire qui n'ont pas l'anticorps OX26, qui ne sont pas décorés par l'anticorps monoclonal OX26, eh bien, vous voyez que vous n'avez pas de modification du volume de l'infarct. Vous n'avez pas une réduction de l'ischémie cérébrale. Et par contre, vous voyez que si vous injectez les nanoparticules qui, cette fois-ci, sont fonctionnalisées par l'anticorps antitransférine, eh bien, vous voyez très clairement que vous avez une réduction du volume de l'infarctus cérébral qui est fonction de la dose, 50 nanogrammes de peptides, et ensuite, ici, on est encore plus efficace avec 188 nanogrammes de peptides. Et tout ceci se traduit, vous le voyez, par des signes cliniques qui améliorent, vous le voyez, le score neurologique. En réalité, les animaux non traités eh bien, vont avoir grosso modo le côté droit, le côté contralatéral qui va être complètement paralysé. Si on traite ces animaux par le peptide dans les nanoparticules de chitosan qui ne sont pas fonctionnalisées, vous voyez qu'on n'améliore pas le score, le déficit neurologique des animaux. Par contre, si on administre les nanoparticules fonctionnalisées par l'anticorps antitransférine, eh bien, on va diminuer de manière tout à fait considérable les déficits neurologiques et il y aura juste une certaine raideur, notamment de la patte arrière droite de ces animaux. Donc vous voyez que ça se traduit effectivement, cette diminution du volume de l'infarct se traduit par une amélioration clinique. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on a bien tapé sur la voie des caspases 3 ? Donc on peut ensuite faire des biopsies du cerveau des animaux et on peut, au niveau du parenchyme cérébral, doser la caspase 3. Vous voyez très bien que les animaux, en fait, qui sont non traités, mais qui sont sains, c'est-à-dire chez lesquels on n'a pas clampé la carotide, et donc qui n'ont pas d'ischémie cérébrale, eh bien, vous voyez à peu près le niveau de l'activité caspase 3. Si, par contre, vous clampez l'une des deux carotides, eh bien, vous voyez qu'automatiquement, l'ischémie cérébrale va être associée à une augmentation tout à fait significative de l'activité caspase 3, que si vous traitez ces animaux par voie intraveineuse par les nanoparticules de chitosan qui sont décorées par l'anticorps monoclonal OX26, eh bien, vous voyez que vous allez réduire l'activité caspase 3 à peu près au même niveau que des animaux sains. Et encore une fois, quand les nanoparticules ne sont pas fonctionnalisées par l'anticorps capable de reconnaître le récepteur de la transférine, eh bien, vous voyez que vous n'avez aucune activité. Alors, vous savez que quand on propose une publication à un grand journal, eh bien, il y a ce que l'on appelle des reviewers. Et le reviewer nous a dit, mais d'accord, vous traitez les animaux, vous améliorez clairement la situation de l'ischémie, mais qu'est-ce qui prouve que la barrière hémato-encéphalique n'est pas rompue? Et qu'est-ce qui prouve que vous êtes passé par le récepteur de la transférine et que vous n'êtes pas passé à travers une barrière hémato-encéphalique qui a été dégradée, perméabilisée, etc., due à l'épisode ischémique. Et donc, pour répondre à cette question, à savoir on peut passer à travers un endothélium vasculaire intact, on a utilisé un modèle de souris, vous le voyez, nouveau-née. Pourquoi ? Parce que les souris nouveau-nées, vous le voyez, mettent en place finalement leur système nerveux central et donc il y a une importante activité caspase 3. Et comme ce sont des souriceaux tout à fait normaux, eh bien la barrière hémato-encéphalique est intacte et d'ailleurs si vous injectez à ces souriceaux du bleu Evans, un colorant, eh bien vous voyez que le cerveau ne devient pas bleu, ce qui veut dire que clairement la barrière hémato-encéphalique est parfaitement
intacte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a traité, on a mesuré, vous le voyez, l'activité caspase-3 de ces animaux non traités. Vous voyez qu'en effet, on a un niveau élevé de l'activité caspase-3. Si on traite ces animaux par les nanoparticules de chitosan décorées par l'anticorps OX26, eh bien, vous voyez qu'on réduit l'activité caspase-3, ce qui vous démontre clairement qu'on est bien passé par le récepteur de la transférine, puisqu'en effet, on a une activité alors qu'on est sur un modèle de barrière hémato-encéphalique totalement intacte. Alors, il y a des travaux, je dirais, assez similaires, quoique quelque peu différents quand même, qui ont également utilisé la voie de la transférine, mais cette fois-ci avec des liposomes pour faire de la thérapie génique cérébrale. Et ça, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Partridge, qui est une équipe aux US très connue dans le domaine des neurosciences et de l'utilisation des nanovecteurs pour le traitement de pathologies cérébrales. Et en fait, cette équipe a développé des immunoliposomes avec une construction qui me semble particulièrement originale et intéressante. Alors, ils ont utilisé, vous le voyez, des liposomes qui sont évidemment recouverts de polyéthylène glycol pour éviter la capture par le système réticulo-endothélial, puisqu'on veut bien entendu aller au cerveau. Ces chercheurs ont greffé, vous le voyez, en bout de chaîne des polyéthylène glycol, un anticorps monoclonal qui est un peu différent de l'anticorps monoclonal OX26, qui est un anticorps qu'on appelle 8D3, mais qui est également un anticorps murin qui est orienté contre le récepteur de la transférine. Et puis, ils ont une idée particulièrement astucieuse, c'est d'utiliser un plasmide, d'utiliser un ADN qui code pour une protéine qui est la galactosidase, mais avec un promoteur de gène qui est la GFAP. C'est en fait le promoteur d'un gène qui est en fait une protéine acide gliale. Et l'avantage d'utiliser ce promoteur de gène, c'est que la protéine, la galactosidase, ne va pouvoir s'exprimer que dans le tissu cérébral, parce que le promoteur va permettre, je dirais, l'expression du gène uniquement dans le tissu cérébral et pas dans les autres tissus. Donc il y a au niveau de cette construction liposomiale, je dirais, deux sélectivités pour le tissu cérébral, une sélectivité qui résulte de l'anticorps monoclonal, antitransférine, et une sélectivité qui résulte du promoteur GFAP. Alors est-ce que ça marche? Eh bien, de manière remarquable, vous voyez que si vous injectez cette construction par voie intraveineuse et que vous révélez l'expression de la galactosidase au niveau des différents organes, eh bien, vous voyez que ni la rate, ni le foie, ni le cœur, ni les poumons ne sont marqués et qu'on a uniquement exprimé le gène au niveau du tissu cérébral, ce qui est évidemment tout à fait remarquable. Alors, vous allez me dire, mais on va voir un petit peu ce qui se passe si on remplace cet anticorps monoclonal spécifique du récepteur de la transférine par un anticorps monoclonal qui n'a aucune sélectivité, aucune spécificité. Et là, on recommence la même expérience, on injecte par voie intraveineuse, on va révéler l'expression de la galactosidase dans les différents organes, et vous voyez que là, le seul organe qui va exprimer la galactosidase en bleu, ce sont les reins. Ça veut dire que le plasmide est immédiatement, je dirais, excrété par voie rénale. Et donc, vous voyez que la nature de l'anticorps est absolument fondamentale pour pouvoir faire de la vectorisation au niveau cérébral. Sur la partie gauche de la diapositive, c'est une expérience qui est encore plus intéressante parce qu'on a utilisé les liposomes qui sont fonctionnalisés par le bon anticorps, mais on a utilisé un promoteur qui n'est pas un promoteur d'une protéine cérébrale. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, on a un petit peu de marquage, vous le voyez, au niveau du cerveau, mais on a aussi une expression du gène au niveau de la rate, donc on n'a pas une excellente sélectivité. Et donc, vous voyez très clairement qu'associer d'une part un anticorps monoclonal sur un récepteur cérébral avec un plasmide qui va uniquement pouvoir s'exprimer avec un promoteur cérébral, eh bien, ça vous permet de faire de la vectorisation extrêmement sélective. Alors, si on regarde maintenant sur différentes coupes du cerveau, quelles sont les régions qui vont exprimer le gène de la galactosidase après injection de ces liposomes pégylés et équipés avec l'anticorps monoclonal qui va reconnaître le récepteur de la transférine, eh bien, vous voyez que pratiquement toutes les zones du cerveau vont être marquées. Et ce qui est intéressant,
c'est qu'on voit que l'expression du plasmide va commencer à 24 heures. Vous voyez, on voit un petit peu de galactosidase au niveau du cerveau. À 48 heures, vous avez le pic d'expression, mais vous voyez que l'expression dure au moins jusqu'à 72 heures, ce qui est quand même tout à fait remarquable. N'oubliez pas que ce qu'on a administré ici, ce n'est pas la protéine, mais c'est un gène. Dernière chose qui a été faite et qui est également extrêmement démonstrative, c'est que par immunohistochimie, au niveau du cerveau, on a révélé avec des anticorps monoclonaux marqués en vert ou marqués en rouge, on a révélé d'une part l'expression de la galactosidase et d'autre part l'expression de la protéine GFAP après avoir administré ces fameux liposomes décorés avec l'anticorps monoclonal et contenant le plasmide d'intérêt. Alors vous voyez qu'ici on a 3 coupes cérébrales, on voit bien l'expression en vert de la galactosidase, on voit bien l'expression en rouge de la protéine GFAP qui est le promoteur, donc qui a été promu par le promoteur cérébral, et vous voyez que quand on superpose en microscopie confocale les 2 colorations de fluorescence, on a une coloration jaune, c'est-à-dire qu'on a bien une colocalisation de l'expression de la galactosidase et de la GFAP. Autre voie d'entrée, on a vu donc la voie d'entrée du récepteur des apolipoprotéines, la voie d'entrée du récepteur de la transférine. Autre voie d'entrée, c'est d'utiliser tout simplement des peptides à activité opioïde. En fait, quelle est l'idée? Eh bien, vous savez qu'il existe un certain nombre de peptides qui ont une activité opioïde et dont on sait qu'ils sont capables, eux, de passer la barrière hémato-encéphalique. Et on sait aussi que si on rajoute, vous le voyez, des sucres, glucose, galactose, etc., eh bien, on sait qu'on augmente la pénétration cérébrale de ces peptides à activité opioïde de manière tout à fait significative. Et donc l'idée de ce travail qui a été publié relativement récemment dans le journal Journal of Control Release, c'était de prendre des nanoparticules d'acide polylactique coglycolique et de les fonctionnaliser, vous le voyez, avec ces différents peptides. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, pas mal non plus. Alors, vous voyez ici, quand on injecte par voie intraveineuse ces particules qui sont fonctionnalisées à l'aide de ces peptides, eh bien, vous voyez qu'on a marqué ces particules avec un colorant fluorescent. Et on a comparé en fait les particules avec peptides et à gauche les particules sans peptides. Quand on injecte les nanoparticules de polylactique coglycolique non fonctionnalisées par le peptide, eh bien, vous les retrouvez très très bien dans le torrent circulatoire. Vous voyez ici en bleu tout l'endothélium vasculaire parce qu'on a marqué le noyau des cellules endothéliales et vous voyez que les nanoparticules non fonctionnalisées par les peptides restent dans l'espace vasculaire. Vous le voyez ici aussi en histologie. Ensuite, on a fonctionnalisé ces nanoparticules par le premier peptide, c'est-à-dire sans le sucre. Donc ça passe un peu moins bien. En vert, on voit néanmoins des quantités tout à fait significatives de ces nanoparticules fonctionnalisées par le peptide qui vont passer cette fois-ci dans le parenchyme cérébral. Mais quand vous utilisez le peptide 2, c'est-à-dire auquel on a lié un sucre et dont on sait que le passage est beaucoup plus important, eh bien, vous voyez que là, on a marqué les particules avec un fluorophore rouge. Vous voyez que là, on a des quantités importantes de particules qui passent au niveau cérébral. Et donc, ça vous montre qu'on peut aussi utiliser des peptides à activité opioïde pour faire pénétrer ces particules à travers la barrière hémato-encéphalique. Autre approche qui a été réalisée récemment, c'est le ciblage des plaques amyloïdes. Pourquoi le ciblage des plaques amyloïdes? Eh bien parce que vous savez que le dépôt de plaques amyloïdes, c'est ce qui se passe en particulier dans pas mal de maladies neurodégénératives et en particulier dans la maladie d'Alzheimer. Alors cette équipe a développé ce qu'ils appellent des nanovecteurs entre guillemets intelligents. Pourquoi intelligents? Parce qu'en fait le vecteur, ça va être de nouveau du chitosan. Alors, simplement une parenthèse, on utilise beaucoup le chitosan quand on veut faire de l'administration cérébrale
parce que le chitosan étant chargé positivement et la barrière hémato-encéphalique étant chargée négativement, on a déjà une interaction ionique relativement forte entre le nanovecteur et les cellules endothéliales cérébrales. Donc cette équipe a également utilisé du chitosan, et vous voyez que les nanoparticules de chitosan ont été fonctionnalisées en surface par non plus un anticorps entier, mais le fragment FAB d'un anticorps orienté donc contre les plaques amyloïdes. Et d'autre part, eh bien, on a encapsulé dans ces particules de chitosan de l'acéromalbumine bovine marquée avec un colorant fluorophore pour pouvoir suivre simplement ces nanoparticules en microscopie confocale. Et puis on a pris des nanoparticules témoins, c'est-à-dire des particules qui ne sont pas fonctionnalisées par cet anticorps, par ce fragment FAB de l'anticorps antiplaque amyloïde. Alors on a fait de la cytométrie de flux, donc on a incubé des cellules endothéliales, alors cette fois-ci bovines, avec ces nanoparticules. Alors vous voyez en A la fluorescence, l'autofluorescence des cellules, c'est-à-dire que ces cellules-là en A n'ont pas été traitées. En B, elles ont été traitées par les nanoparticules non fonctionnalisées par le fragment FAB de l'anticorps. Alors vous voyez que vous avez deux pics, mais vous avez quand même la pénétration d'une certaine fluorescence dans ces cellules endothéliales, visiblement, clairement, par rapport aux témoins, aux cellules non traitées. Mais vous voyez en C que si vous traitez les cellules par les nanoparticules fonctionnalisées par le fragment FAB de l'anticorps, eh bien vous voyez très clairement que vous augmentez encore la pénétration intracellulaire du fluorophore. Et si vous faites de la microscopie confocale, donc vous voyez ici le tapis cellulaire, vous voyez que les cellules sont manifestement très fluorescentes quand on les incube avec ces nanoparticules fonctionnalisées par l'anticorps, par le fragment d'anticorps FAB. Et si vous faites une coupe, donc les cellules se trouvent, je dirais, sur un filtre de polycarbonate, si vous faites une coupe de la culture cellulaire, par exemple une coupe YZ, vous le voyez ici, eh bien, on voit de la fluorescence sur toute l'épaisseur de la culture cellulaire. Et ça vous montre bien qu'on a des phénomènes de translocation, c'est-à-dire de passage réellement à travers les cellules endothéliales. Dernier message que je voudrais vous faire passer avant de terminer, c'est que jusqu'ici, on a envisagé toute une série de nanovecteurs pour administrer, vous l'avez vu, des médicaments au niveau cérébral, en particulier, par exemple, des médicaments anti-ischémiques, en particulier des médicaments contre la douleur, que ce soit des peptides, que ce soit des petites molécules. Mais on peut également utiliser des systèmes nanoparticulaires pour faire de l'imagerie du cerveau. Alors, je ne vais pas développer énormément cet aspect-là, parce que vous savez que le dernier cours de cette série, de cette chaire d'innovation technologique, va être plus spécifiquement concentré sur l'utilisation des nanotechnologies pour l'imagerie. Mais je voudrais quand même vous montrer ici un exemple de nanoparticules d'oxyde de fer qui permettent de faire de l'imagerie cérébrale. Alors vous savez que l'imagerie cérébrale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est un organe qui n'est pas d'un abord facile, on ne peut pas faire des biopsies facilement, et donc il est extrêmement important d'avoir une possibilité de faire de l'imagerie du cerveau de manière, je dirais, non invasive. Alors on peut utiliser, vous le voyez ici, des nanoparticules d'oxyde de fer. Pourquoi d'oxyde de fer? Parce que vous savez que, donc de manguémite par exemple, parce que vous savez que ces nanoparticules d'oxyde de fer vont diminuer le signal T2 en RMN, et donc vont donner un signal qui vont permettre de visualiser des tissus en résonance magnétique nucléaire. Donc ici, on a développé des nanoparticules d'oxyde de fer. Alors, il faut savoir que ces nanoparticules d'oxyde de fer en suspension dans l'eau ne sont pas du tout stables. Donc en général, on va les stabiliser en greffant à la surface de ces particules, c'est ce que vous voyez en vert, une coque de dextran. Souvent, c'est du dextran de différents poids moléculaires. Et puis sur le dextran, eh bien, on va greffer, vous le voyez, des polyéthylène glycol. Alors, comme toujours, pour avoir des vecteurs furtifs et pour éviter la reconnaissance par le système réticulo-endothélial. Et puis vous voyez qu'au bout des chaînes de polyéthylène glycol, c'est le petit V que vous voyez ici en vert, on a utilisé à nouveau un peptide très particulier
qui est capable de reconnaître un récepteur au niveau des gliomes cérébraux. Et donc, c'est là aussi des vecteurs de troisième génération, mais qui ont la capacité de faire de l'imagerie. Alors, vous voyez très bien comment apparaissent ces particules, donc elles sont parfaitement homogènes, et vous voyez qu'en distribution granulométrique, elles sont centrées autour d'une taille d'environ une quarantaine de nanomètres. Alors, avant d'injecter ces nanoparticules par voie intraveineuse, voilà le cerveau des animaux auxquels on a greffé un gliome cérébral, enfin des cellules gliales, par stéréotaxie au niveau cérébral. Alors, vous voyez que l'imagerie, en fait, ne révèle pas ce gliome cérébral quand on fait de l'imagerie RMN classique. Ensuite, on a administré des nanoparticules sans le peptide F3 et des nanoparticules fonctionnalisées avec ce fameux peptide F3. Alors, vous voyez que 10 minutes après l'injection, eh bien, on voit très bien apparaître, vous le voyez ici, une tache qui correspond exactement en histologie à la présence des cellules gliales, à la présence du gliome cérébral. Vous voyez que l'intensité de la réduction du signal T2 est plus importante avec les nanoparticules fonctionnalisées qu'avec les nanoparticules non fonctionnalisées. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'après 1 heure, eh bien, vous voyez qu'avec les et a fortiori après 2 heures, avec les nanoparticules non fonctionnalisées, on a perdu le signal, alors que vous le voyez très clairement, avec les nanoparticules fonctionnalisées par le peptide F3, eh bien, on voit très très bien la présence du gliome cérébral au niveau de ce modèle expérimental. Et donc, vous voyez qu'on peut utiliser également des nanotechnologies pour faire de l'imagerie cérébrale. Alors, il est temps de conclure. Que peut-on conclure en termes d'utilisation de nanovecteurs pour l'adressage de médicaments au niveau du cerveau ou pour l'imagerie? Eh bien, tout d'abord, vous l'avez compris que la barrière hémato-encéphalique est équipée de jonctions serrées et donc qu'elle est imperméable à de très nombreuses molécules, sauf évidemment aux molécules extrêmement lipophiles, comme par exemple l'éthanol. Que, d'une manière générale, et contrairement à ce qu'on entend beaucoup dire dans les différents débats sur les nanotechnologies, eh bien, il est clair que les nanotechnologies qui ne sont pas fonctionnalisées, qui ne sont pas équipées par des ligands spécifiques, ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Je le dis et j'insiste, parce que c'est vrai que dans le grand public, on entend parfois dire le danger des nanotechnologies, c'est le passage de la barrière hémato-encéphalique, c'est la possibilité peut-être de changer le comportement des individus. Non, rassurez-vous, la barrière hémato-encéphalique est vraiment une barrière efficace et les nanotechnologies en tant que telles, fussent-elles injectées par voie intraveineuse, ne passent pas naturellement cette barrière. Cependant, vous pouvez effectivement fonctionnaliser ces nanovecteurs à l'aide de différents ligands, des anticorps antitransférines, la polypoprotéine E, des lipides synthétiques, voire dans la littérature, il y a d'autres ligands qui ont été utilisés et qui permettent finalement d'utiliser les portes naturelles d'entrée du cerveau et de réaliser une translocation significative au niveau cérébral. Alors, il est évident que l'utilisation de nanovecteurs fonctionnalisés ouvre des perspectives pour le traitement d'un certain nombre de pathologies cérébrales. Par exemple, le traitement de la douleur. Il y a certainement beaucoup d'applications à l'avenir qu'on pourra envisager en ce qui concerne le traitement de la douleur. Bien sûr, les cancers cérébraux et en particulier les gliomes, mais peut-être aussi à l'avenir les maladies neurodégénératives. Avec Karine Andrieux dans mon équipe, on participe d'ailleurs à un grand programme européen sur le traitement de la maladie d'Alzheimer, où là, l'idée, c'est de fonctionnaliser des nanoparticules pour reconnaître précisément un certain nombre de peptides qui sont impliqués dans l'apparition des plaques amyloïdes, en particulier le peptide A-bêta, de capter ce peptide au niveau sanguin et d'éliminer le peptide en l'amenant cette fois-ci au niveau du système réticulo-endothélial pour empêcher son passage à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc là, on fait l'inverse, et donc pour éviter le développement de la maladie. Mais enfin, on est encore très loin, il faut le savoir, des applications aux patients. Mais ces nanovecteurs fonctionnalisés ont aussi des applications, vous l'avez vu, pour l'imagerie du cerveau, ce qui est aussi une application extrêmement importante dans le domaine du diagnostic. Je vous remercie pour votre attention.